on essaie de télécharger, par exemple, l'Avare de Molière, joué par Luc de Funès, qui est très, très amusant, en fait. Et là, vous allez voir en même temps, on photocopie les cours et on visualise aussi la vidéo du cours. Et tu vois bien qu'ils s'intéressent, ils s'intègrent, etc. Donc, on essaie d'être un peu plus pragmatique dans nos approches et pour qu'ils puissent avoir le goût. Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, nous, ça nous encourage à continuer à créer des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Aujourd'hui, dans Storytown, on a le plaisir d'accueillir Dr Louatine. Bonjour. Bonjour Axel. Alors, pour commencer, je suggère, si ça te va, que tu te présentes un petit peu, que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais actuellement. Très bien. Alors, Dr Louatine Juliana, enseignant-chercheur à l'Université d'Amsterdam et affectée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Je suis enseignante depuis 2011 dans cet établissement et j'interviens dans des départements au sein de même université. Et depuis 2020, j'interviens aussi à l'Université catholique de Madagascar, ici à Tananarive. Et ça fait très plaisir aussi de côtoyer les étudiants de la capitale au sein du domaine de l'ISAE, qui est une étude spécifiquement attribuée à l'anthropologie. D'accord. Dis-moi peut-être, je pense, c'est un terme qu'on entend parfois, enseignant-chercheur. Est-ce que peut-être tu peux nous dire exactement en quoi ça consiste L'enseignant-chercheur. L'enseignant-chercheur, c'est un métier où on cale l'éducation, l'accompagnement et surtout l'encadrement de nos étudiants, en fait. C'est pas uniquement s'amener avec ses cours et quelques instructions de pédagogie, mais c'est surtout ce côté humain, Axel, si tu veux, c'est-à-dire être avec ces étudiants, c'est-à-dire les orienter, les écouter, les accompagner dans leur recherche, en fait, puisque on est là pour pouvoir aussi cultiver ce qu'on appelle la culture de l'élite, la culture de continuité, et surtout pour pouvoir aussi penser à la suite de la recherche et de notre travail. C'est ça, c'est intéressant, tu as utilisé justement le terme culture de l'élite. Selon toi, est-ce que ce que toi tu peux voir au quotidien au travers de ton travail, tu sens qu'on y est vraiment déjà dans la culture de l'élite dans la globalité au niveau de l'éducation supérieure ou... Quand on parle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est surtout en fait cette problématique du postulat de l'enseignant. Donc, être enseignant, déjà, c'est un être humain qui est doté de capacités intellectuelles, de capacité d'instruire et surtout de capacité de transmettre. Donc, être l'élite n'est pas forcément quelqu'un que voilà, qui a ses diplômes, mais aussi c'est cette capacité en lui de pouvoir partager, de pouvoir montrer en fait que voilà, un futur enseignant-chercheur est aussi quelqu'un d'humain. Et à travers l'université que j'ai côtoyée, Madagascar promet des élites et surtout c'est un engagement, je dirais, un engagement de la part déjà de l'institution et un engagement aussi de la part du ministère qui se veut un accompagnement, si tu veux, dans ce processus. Donc, devenir élite, j'entends, c'est pas un travail individuel.
c'est plutôt collectif et surtout une cohésion de cette communauté, en fait, si on veut avoir des élites. D'accord. Voilà. Et tu vois, moi, ça avec l'âge, je me suis rendu compte, en fait, de l'importance, et peut-être quand j'étais vraiment plus jeune, quand j'étais peut-être adolescent, peut-être du fait que je n'étais pas assez reconnaissant par rapport au corps professoral, à ceux qui enseignent, en fait, parce qu'ils ont une vraie responsabilité. Il y a une vraie responsabilité, en fait, finalement, à enseigner et à encourager et à challenger intellectuellement, en fait, les individus qui, demain, seront amenés à être des acteurs du changement positif pour le pays. Comment tu as trouvé ta vocation? Comment tu en es arrivé là? Le déclic, je dirais, c'était depuis, je dirais, au niveau scolaire, primaire. Lorsque j'étais enfant, mon père adorait lire les polars, les SAS, les Chase. Et à ce moment-là, je lui ai dit est-ce que je pourrais les lire? Et il a dit que voilà, je pourrais. Mais à cet âge-là, c'était quand même une sorte d'incompréhension pour moi. Mais petit à petit, il achetait des livres en malgache, les Benanj, ou une sorte de roman malgache à l'époque. Et au fur et à mesure, ça a changé avec les bibliothèques vertes et les bibliothèques roses. Et je me suis dit, peut-être plus tard, moi, je voudrais devenir une institutrice. C'était ça que je me suis mise dans la tête. Et au fil du temps, voilà, j'ai commencé à aimer le métier, à sortir en moi le professeur que je voulais devenir. Et à l'université, l'opportunité était là. On a saisi aussi cette opportunité, c'est-à-dire qu'on nous donnait des cours. En même temps, on était des étudiantes et on nous a encouragé beaucoup plus à aller dans le sens de la recherche. On nous a accompagnés, on nous a dirigés et ainsi de suite. Et à un moment donné, les offres de bourse aussi s'offraient à nous et on postulait et voilà le résultat. C'est pour ça que j'encourage aux étudiants de ne pas baisser les bras en fait, d'aller dans ce sens-là, de pouvoir creuser, étudier, s'informer et surtout ne pas se décourager, hein, parce que ça c'est vraiment un processus pas facile à affronter. Hein. C'est pas tout le monde qui arrivera à un certain niveau, mais il faut avoir la motivation, il faut être résilient et il faut croire en soi aussi. Voilà. Est-ce que, selon toi, c'est quoi la place de l'enseignement et de la recherche dans le développement d'une société? L'enseignement et la recherche. Donc, c'est deux polarités qui se complètent, qui devront s'accompagner surtout. L'enseignement, je dirais, ça doit se faire dans tous les domaines, en fait. Ça ne doit pas se limiter à l'université ou au collège ou au lycée. Et la recherche, d'autant plus que je suis dans la partie langue et lettres, il ne faut pas se sous-estimer qu'étudier la langue n'a pas d'avenir. Étudier les lettres, ça n'apportera rien à la société. Attention, moi j'ai dit tout de suite que c'est faux. Étudier n'a pas de contraintes, n'a pas de limites, que ce soit domaine littéraire ou scientifique, mais il faut toujours aimer ses études, son travail. C'est-à-dire, on est dans la partie langue ou dans la partie lettres, il faut s'actualiser, il faut se motiver, c'est-à-dire être dans l'actualité, suivre les médias, être toujours dans cette temporalité en fait. Sinon, ce ne sera pas de la recherche en fait. La recherche, c'est quoi exactement? La recherche ne s'arrête pas dans des laboratoires de langue, mais c'est sortir, c'est-à-dire faire des rencontres, faire des tables rondes, des conférences, c'est-à-dire montrer son travail d'une manière publique, collective. C'est-à-dire que à partir du moment où ton travail sera mis à jour,
et que ça portera aussi les échos envers la société, à ce moment-là, tu te dis que voilà, ma recherche a quand même ses limites. Ma recherche doit s'améliorer. Ça ne doit pas s'arrêter, ça ne doit pas se renfermer dans l'ordinateur ou dans les livres. Mais il faut en parler, il faut oser en parler en fait. Il faut oser s'exprimer et s'affirmer à travers son travail et sa recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire des recherches et de pouvoir vivre en même temps? Dans le sens où je sais que dans certains pays occidentaux notamment, une personne qui fait des recherches est potentiellement accompagnée financièrement par une institution ou l'État. À Madagascar, ça se passe comment? D'accord. Une expérience que j'ai vécue durant la mobilité scientifique que j'ai effectuée à Bordeaux, l'université Bordeaux-Montaigne, bien sûr, en septembre dernier. Je vois bien que là-bas, la recherche a une autre dimension. C'est-à-dire, les enseignants, ils ont leur opportunité de déplacement, de pouvoir partir échanger d'un département à un autre. Et l'université s'engage à aider en fait ces enseignants pour pouvoir en fait assister dans des différentes rencontres que chaque enseignant effectue dans leur recherche. Comme à Madagascar aussi, l'État contribue, c'est-à-dire le ministère contribue aussi une partie d'aide, une partie de budget par rapport à toutes sortes de recherches effectuées. Et c'est à nous, enseignants, de pouvoir aussi maîtriser et pouvoir aussi faire ses propres moyens, déployer ses propres moyens aussi, si on veut faire connaître aussi notre recherche dans notre déplacement. C'est pas pour autant dénigrer, voilà, l'État ne contribue pas, non, non, non. C'est tout à fait le contraire. Mais à nous aussi de s'autofinancer à un moment donné dans la recherche. Et cela n'empêche pas de pouvoir demander aussi une contribution de la part de l'institution, mais je ne suis pas là pour répondre à leur place, mais chacun a son expérience là-dessus. Donc, comme dans mon cas, dès qu'il y a une occasion, je saisis l'opportunité. Voilà. Est-ce que c'est d'usage, par exemple, que le secteur privé, par exemple, commande des études ou des recherches sur lesquelles, par exemple, du coup, les enseignants-chercheurs peuvent se positionner Oui, ça promet, ça existe. Par exemple, dans le cadre de la recherche des stagiaires, par exemple, que ce soit les licenciés ou les masterants ou les doctorants, ils proposent des thématiques qui reprendraient bien sûr à leur profil, à leur recherche thématique, par exemple. Et c'est en négociant auprès du responsable pédagogique aussi que de pouvoir mentionner là-dessus, est-ce que ça pourrait rapporter à l'entreprise, c'est-à-dire que ce soit l'université ou que ce soit l'institution privée aussi, à ce moment-là, l'entreprise, de pouvoir caler, par exemple, le type de recherche on peut proposer. Et ça dépend du domaine d'intervention aussi. Par exemple, dans la partie technologie, ou dans le domaine médical, par exemple, ou dans le domaine artistique. Donc, tout ça, c'est complémentaire. Oui, ça peut accéder. D'accord. Tu disais que tu es dans la faculté des lettres, hein, c'est bien ça? Oui. Aujourd'hui, tu penses c'est quoi les challenges auxquels tu sens que toi, tes collègues et ton département faites face par rapport à... Voilà, on est dans un monde qui... il y a une globalisation, il y a de plus en plus d'échanges qui se font... certains échanges se font dans des langues étrangères. Est-ce que tu as par exemple aussi ce sentiment que peut-être la langue malgache est en de perdir C'est quoi ton avis là-dessus? Très bonne question. Oui, c'est une problématique très, très actuelle en fait. Notre expérience à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, c'est de montrer si tu veux,
une sorte de déconcentration de l'enseignement, c'est-à-dire, bien qu'on soit dans l'étude de langue et lettres, on travaille avec les enseignants aussi partenaires à interétablissements à l'université. Par exemple, on organise un projet, ce qu'on appelait Samedi Métier, c'est-à-dire des conférences. On organise des conférences sur un métier spécifique auquel nos étudiants, une fois ils auront leur licence, ils savent sur quoi ils veulent travailler, dans quel secteur ils pourront exercer leur métier, parce que d'habitude, lorsqu'on s'inscrit à l'université, on ne sait même pas, les étudiants ne savent même pas où est-ce qu'ils vont en fait. Bon, on s'inscrit, voilà, c'est le désir des parents, allez hop, ils s'inscrivent. Mais à partir de là, il y avait ce projet, donc on s'est dit pourquoi pas les accompagner dès la première année, la deuxième et la troisième année, de les accompagner dans ce type de conférence pour qu'ils aient leur positionnement un peu plus tard, parce qu'ils vont pas se dire à la fin de la licence qu'est-ce que tu vas faire, et à ce moment-là ils se disent aussi je suis perdu dans mon choix, etc. Et donc ça on fidélise avec une équipe très dynamique à Tirana, et je tiens à le remercier ici, Bianzari Toxi et Fête Bertella dans ce projet, et bien évidemment avec l'aide de notre doyen, Dr Julie Ramilisson, et avec l'équipe de notre corps enseignant, bien sûr. Il y a d'autres projets qu'on organise aussi dans ce volet-là, les conférences qu'on organise, que moi-même j'ai mentionné mars au féminin, c'est-à-dire tous les mois de mars de l'année, qu'on travaille en collaboration avec l'Alliance française, une conférence aussi, très féministe, mais avec sans aucune distinction de genre, bien sûr. On essaye de déconcentrer en fait l'image de l'université, que voilà, être enseignante à l'université ou être enseignant à l'université n'empêche pas d'avoir d'autres vies que enseigner ou que la pédagogie ou la recherche. On peut aussi être entrepreneur. C'est ça l'idée en fait, c'est de casser le stéréotype que voilà, étudier à l'université n'apporte rien plus dans la vie maintenant. Au contraire, faites attention à ce genre de postulat, c'est faux. Il faut étudier et en même temps apprendre autre chose, mélanger autre chose. Donc, cela ne nous empêche pas de travailler sur d'autres branches, sur d'autres domaines, pour pouvoir avoir d'autres plus de parcours professionnels dans la vie universitaire. Parce qu'une fois entré dans le monde professionnel, vous allez voir que c'est autre chose. C'est plus comme à l'université avec le diplôme qu'on a. Vous allez voir que vous allez être étonné. Voilà, un monde tout à fait autre qu'on apprend à l'université. Donc c'est ça la politique enseignante qu'on essaye de vulgariser en fait, Axel, c'est sortir du cadre universitaire à travers les conférences, à travers les rencontres, à travers les petits concours interétablissements, et c'est un exercice qu'on essaie d'entreprendre avec nos étudiants, en les accompagnant dans ce domaine-là, et que voilà, ils auront la chance de se découvrir en fait. Parce que déjà tout à l'heure on a parlé d'élite, et là ils se disent que tiens, on arrive à combler ce genre d'activité. Ils s'étonnent même de leurs résultats, en fait, ils ne s'attendaient pas du tout. Et là je tiens aussi à remercier une équipe dynamique qui a créé un start-up aussi à l'université, qu'on travaillait en proche collaboration avec Dr Sylvia Parfait, qu'un projet a sorti la première promotion des étudiants de notre faculté, et que sont cadrés dans leur cadre de métier pour pouvoir se lancer après, tout en être en licence lettres, mais ils sont entrepreneurs en biscuits fabriqués avec des matières premières, D'accord, ok. Voilà. Donc, il y en a pas mal. Je ne citerai pas qui sont les étudiants, mais ils se reconnaîtront à travers ce podcast que je tiens à les féliciter personnellement. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà pensé éventuellement
entreprendre peut-être en parallèle de la carrière Mhm. d'enseignant-chercheur? Oui, par exemple, c'est un déclic Mhm. qui m'a été vraiment frappé quand j'étais à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. On a pu créer en fait un réseau de rencontres à distance, bien sûr. Mhm. C'est-à-dire créer des rencontres des personnalités écrivaines et d'enseignants-chercheurs. C'est un projet en cours et qu'on essaye d'échanger à travers ce projet-là, que ça va être une sorte de rencontre de diaspora des écrivains en France ainsi que des écrivains à Madagascar. Ok. Et à ce moment-là, c'est plutôt dans l'angle de genre et de féminisme, puisque mon travail actuel s'actualise sur l'écriture féministe depuis les années 80 chez les auteurs malgaches. Et donc, on a jugé nécessaire de pouvoir créer ce genre de plateforme afin de faire connaître c'est quoi la littérature malgache de l'océan Indien à travers euh, l'université de Bordeaux, parce qu'il y a déjà une branche d'études spécifiquement attribuée à l'université, les études de la littérature africaine uniquement. Et donc là, on s'est proposé, voilà, euh, donc c'est un projet en cours. Donc Super. je serai dans les loges Ok, super. dans Ouais, ce super projet. intéressant. Et on voit vraiment que, déjà, au travers de ton histoire personnelle, quand déjà Mhm, toi-même tu t'intéressais au polar que ton papa te mhm, lisait, du coup, oui. euh, on le voit aussi dans le travail sur lequel tu es en train de travailler actuellement. Il y a une vraie passion pour les livres, en fait, hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a d'autres projets sur. Là, normalement, toi, tout à l'heure, tu assisteras à une conférence, du coup, un Oui, événement oui, qui va tourner autour du livre, oui. notamment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? En fait, comme j'avais évoqué tout à l'heure, je travaille sur les conditions féminines à travers les romans francophones malgaches depuis les années 80. Donc, j'ai spécifié 5 écrivaines et 5 écrivains, Mhm. à savoir Charlotte Raffin-Manzat, notre doyenne Michel Rakoutson, et Marie Ranzanour, et Rose Pellerin et Yar Rabar. Donc, j'ai classifié ces 5 écrivaines. Et en même temps, je travaille aussi sur 5 écrivains qui est David Dzomanour, Djouar Valso, Jean-Luc Rarmanen, Rama Van et en dernier Tefi. Tefi, c'est un écrivain très récent. Il a traduit Mitarenantan de Anjan Jain, qu'il a intitulé De douleur, la terre gémit. Voilà. Donc, l'esprit dans ce travail, c'est de montrer déjà le travail de traduction, en fait. Parce que depuis les années 2000, on voit apparaître beaucoup de livres traduits de malagasy en français ou des textes écrits par des écrivains étrangers et traduits en malagasy. Et celui des TEF, c'est très marquant. Pourquoi? Parce que ça parle en fait de l'actualité politique et sociale actuelle, qui parle de la douleur du pays, du gémissement du peuple qui est en proie de sa liberté. Et tout le monde connaît l'histoire de Mitarenantan de Anjan Jain, dans la version malgache du roman, bien sûr. Et dans cette partie traduite du roman, en fait, on voit une large différenciation de présentation du livre, du roman. La traduction, c'est pas un travail assez facile, mais ce qui m'intéresse dans le travail de TEF, c'est de montrer en fait la traduction de cette réalité malgache telle que Anjan Jain a écrit en malgache. Mais il a encore beaucoup plus textualisé, contextualisé cette misère sociale, cette douleur
entre guillemets, du pays, et que à travers l'écriture contemporaine, que moi je qualifierais à travers mon travail postdoctoral, que c'est vraiment un appel. C'est plus un appel, mais c'est plutôt une conscientisation individuelle, je trouve. Parce que maintenant, c'est plus un appel collectif qui est de taille, mais c'est surtout cette conscientisation individuelle de chacun, c'est-à-dire quelle est la part de lecteur quand on lit un livre tel que TEF a traduit, quelle est la réaction du lecteur par rapport à cet ouvrage. C'est ça qui importe en fait, parce que déjà c'est écrit par un auteur malagasy et le livre faisait partie de programmes scolaires au niveau collège et lycée. Donc c'est pas un livre qui semble tout à fait indifférent au lectorat malgache, bien sûr, mais pour que le lectorat francophone puisse appréhender aussi cette histoire sous cet angle-là, sous cet angle d'approche postcoloniale que moi j'approche le livre, que c'est ce qui m'intéresse en fait à parler là-dedans. Et c'est surtout l'évolution du personnage féminin, c'est-à-dire comment se présente l'image de la femme à travers l'écriture contemporaine, bien que le livre soit écrit dans les années 80, mais on voit apparaître que voilà, l'image de la femme change à travers ces ouvrages-là, et que je commence par Charlotte Raffeno-Manzato et je termine avec Tefi de La Terre gémie de Andrew Jane. Voilà. Hyper intéressant, et moi, il y a quelque chose que je pense à laquelle des fois je réfléchis, c'est qu'en fait, il existe déjà pas mal d'ouvrages, donc notamment sur l'histoire de Madagascar. Et est-ce que toi, aujourd'hui, t'as pas cette impression que, parce qu'on est dans un monde où, avec Internet, tu sais, par exemple, sur les réseaux, les gens ont l'habitude de consommer des contenus très courts, que les gens se désintéressent à la lecture? C'est pas un constat que je fais, hein, c'est une question que je pose, c'est une question ouverte vraiment que je pose. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu t'en penses? Oui, exactement. En fait, la lecture devient critique, si tu veux. Même au niveau de l'enseignement, on remarque ce fait-là. Nos étudiants ne consomment pas des livres. Ils ne s'attardent pas trop à lire et ça devient problématique. Ce qui est intéressant actuellement, à l'aide de l'Internet, comme on vient d'évoquer tout à l'heure, on croit qu'on peut exploiter ce cadre-là. Par exemple, on essaye de contextualiser en fait l'enseignement, c'est-à-dire aller un peu plus pragmatique, si tu veux. Lorsqu'on enseigne, on essaye de les amener en fait dans la réalité, parce que déjà lire des livres originaux, c'est très intéressant, bien évidemment, mais de les accompagner dans l'amour de la lecture, on essaie de décontextualiser en fait la situation. Par exemple, lorsqu'on enseigne l'histoire, par exemple, de l'art de la Renaissance française, on essaye d'apporter un peu plus de l'image à ce cours-là, c'est-à-dire s'amener avec de vidéoprojecteurs et de projeter, par exemple, c'est quoi la maison de Louvre, c'est quoi le château de Versailles, donc on essaie de projeter et de s'accompagner avec des images. Et si on parle uniquement avec de cours magistrales, donc ça les désintéresse. Et d'autant plus que lorsqu'on enseigne aussi à travers les ouvrages, c'est-à-dire les pièces de théâtre, on essaie de télécharger par exemple l'Avare de Molière, joué par Louis de Funès, qui est très très amusant en fait. Et là, vous allez voir en même temps, on photocopie les cours et on visualise aussi la vidéo du cours. Tu vois bien qu'ils s'intéressent, ils s'intègrent, etc. Donc, on essaie d'être un peu plus pragmatique dans nos approches, et pour qu'ils puissent avoir le goût, en fait, de la lecture. Et il faut changer, en fait, le tact aussi, je pense. Hein.
Si on s'amène avec le cours qui n'a ni mise à jour ni d'actualisation, je pense que ça n'encourage pas aussi à aimer la lecture en ce sens. Donc, voilà. Là, je vais me poser une question, tu vois. Ça reste toujours dans le contexte, mais elle est un petit peu, d'une certaine manière, elle est quand même vraiment différente. Moi, par exemple, tu vois, j'aime beaucoup lire. Mon souci quand je lis, c'est que au bout de, tu vois, genre 10-15 pages, mon cerveau et mon corps commencent à me lâcher un petit peu, tu vois. D'accord. je commence à somnoler, du coup, et des fois, j'essaie de résister, mais bon, des fois, généralement, ça veut pas. Est-ce que toi, par exemple, tu as des conseils sur comment toi, peut-être, je sais pas, il y a peut-être une bonne manière de faire les choses, tu vois, et que moi, je connais pas. D'accord, je donnerai pas tout. Hein. Donc, un bon conseil, déjà, il faut d'abord connaître qui est l'auteur. Qui est l'auteur de quoi va parler le livre. Donc, il faut d'abord se familiariser avec tout ce qui est le paratexte, c'est-à-dire la couverture, que ce soit la première ou la dernière de couverture. Il faut déjà lire tout ça. Et ce qui aide aussi dans ce genre de lecture, d'aller tout de suite dans l'étape des matières. C'est-à-dire, toi, tu veux lire sur quelle partie, par exemple, de ce que tu vas lire. Et tu vas chercher dans la pagination, par exemple, à quelle page ça va rapporter ce que tu veux, toi, lire. Ou bien aussi les index. Les index aussi, ça peut aider. Par exemple, les index thématiques, les index des auteurs, les index sur les mots-clés, par exemple. Ça pourrait t'aider. Mais lorsque tu vas lire les romans aussi, à un moment donné, avec les 150 pages ou les 220 pages, c'est assez costaud comme livre. Mais ce qui est très rentable dans l'astuce de lecture, c'est de déjà utiliser les codes couleurs, des post-it. Voilà, les post-it. Post-it, déjà, il faut les découper et par chapitre. Par chapitre, ça peut aider. Et puis après, tu as ta petite prise de notes à côté pour pouvoir prendre note. Qu'est-ce que toi tu as pris sur la première partie ou bien du premier chapitre? Ça dépend du découpage du livre en fait. Et ça peut aider parce qu'à ce moment-là, il se pourrait que la première partie va reprendre le même personnage, le même espace, les mêmes temporalités à la partie, par exemple, 7e chapitre du roman. Donc déjà, ça va t'épargner la fatigue de rélecture et de relecture. Donc, ça peut aider. Donc, ce genre d'astuce, et ça aide vraiment à terminer un livre facilement. Mais tu vois, est-ce qu'il y a une bonne manière de lire? Parce que moi, par exemple, je me rends compte que quand je lis, donc je lis dans ma tête, et j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, que je sais pas, peut-être que je lis trop, ça lit pas assez vite pour moi, en fait. J'ai l'impression que je peux aller plus vite, mais que c'est comme si je lisais à haute voix et que du coup, je suis obligé de suivre un certain rythme. Et donc, tu vois, je vois des gens, par exemple, ils commencent un livre aujourd'hui, ils me disent, ah ouais, le lendemain, ouais, j'ai fini le livre. Je dis, comment ça t'as fini le livre? Moi, je suis encore à la page 40, là. Tu vois, est-ce qu'il y a un truc quand tu lis, tu vois, qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lire plutôt en diagonale, du coup? Ou est-ce qu'il faut balayer les mots très rapidement et pas lire comme si on lisait à haute voix? Ou... Tu sais, lorsqu'on est si quelqu'un qui aime vraiment lire, il y en a qui arrivent déjà à anticiper la fin de l'histoire. Oui, ça arrive. Et d'autres arrivent à comprendre l'histoire en sautant des chapitres. Ça arrive aussi chez les étudiants. Mais la pratique de lecture la plus banale et la plus compréhensible qu'il faut faire, c'est surtout comprendre déjà qui sont les personnages dans l'histoire et c'est quoi l'histoire proprement dite racontée dans le livre. Et à partir de là, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut avoir les codes de lecture, c'est-à-dire par chapitre. Et par exemple, chaque chapitre aussi a différentes paginations, ça peut contenir 15 ou 20 pages, donc ça dépend de ça. Et à un moment donné, en feuilletant, on voit que il y a une part de description. Lorsque tu tombes sur une partie où la description est exposée dans le livre, c'est beaucoup plus facile pour toi de lire qu'il y a une grosse partie de la narration proprement dite, c'est-à-dire une narration hétérodégétique, comme on dit en termes scientifiques, et ça va
te consacrer un peu plus de concentration, un peu plus de recul. S'il faut, tu reviens encore à la première partie ou au premier chapitre et que tu reviens encore dans cette partie-là. Et c'est ça qui bloque un peu la lecture. Mais sinon, chez un lecteur, ça dépend de lecteur. Hein. Chez un lecteur qui dévore le livre vite fait, comme j'avais dit tout à l'heure, ils arrivent à sauter des chapitres. Ils préfèrent lire la fin et revenir au milieu et que même pas lire le début de l'histoire. Mais un scientifique qui lise, un étudiant-chercheur ou un enseignant-chercheur qui lise, on est obligé de lire l'intégralité du livre, bien évidemment. On peut pas inventer, voilà, l'histoire s'est passée comme si, ça se fait pas. Le résultat des recherches, c'est peut-être un peu biaisé si jamais. Justement. Donc on est obligé de partir sur cette astuce-là pour pouvoir vraiment plonger dans le livre. D'accord. Voilà. Alors, on est sur la fin de notre discussion. Moi, je voulais te poser peut-être une dernière question qui était, selon toi, étant donné que tu vis vraiment dans le domaine, parce que j'imagine que tu penses forcément à comment améliorer les choses, tu vois, forcément, comment impacter plus et comment améliorer les choses. Est-ce que tu penses est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience au niveau des jeunes plutôt, ou est-ce que tu penses que c'est d'autres acteurs, tu penses, qui devraient apporter plus de contributions? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on en parlait un peu en off. D'ailleurs, c'était le fait que il y a pas mal de jeunes quand même qui sont un peu perdus dans le rêve, notamment, entre autres. Donc toi, tu penses que c'est où qu'il faudrait focaliser les efforts? Très bien. Oui, ça c'est vraiment une question pertinente puisque ça soulève une conscientisation en fait. De la part de chacun, hein, je dirais. Déjà, chez nos étudiants, on ne cesse de réitérer à chaque fois que, l'année universitaire, à chaque rentrée préliminaire, on fait une sorte de rencontre avec nos étudiants. On les avertit, on leur explique déjà que une année universitaire va rencontrer pas mal de parcours, donc il faut s'attendre à tout, il faut respecter. On a le calendrier, mais à un moment donné, il faut aussi se procréer, être averti des imprévus et de pouvoir mélanger travail, recherche, étudier et apprendre en même temps. Et du côté de nos collègues enseignants aussi, on n'est pas épargnés. On n'est pas épargné parce que la situation ne dépend pas uniquement du contexte universitaire. Le contexte social est là. Que ce soit national ou régional, ça impacte aussi au niveau de la motivation de chacun. Et cela n'empêche pas de pouvoir montrer que l'enseignement va rencontrer de hauts et des bas. Et du coup, on essaye de rester dans le même timing. Chaque département essaie de respecter le calendrier universitaire, bien que le chamboulement soit là. Mais nous remercions la technologie, hein, l'Internet est là, même s'il y a des contraintes qui vont recaler l'enseignement, on peut utiliser l'Internet, on enseigne à travers des liens et de groupes qu'on va créer, et puis le cours continue quand même à avoir son sens, mais sinon le présentiel reste toujours le meilleur cadre d'enseignement. À un moment donné, il faut accepter aussi la réalité. Il faut accepter la réalité et on s'y met avec et on vit avec. Voilà. Écoute, je voulais te remercier d'abord, vraiment d'être venu, parce que il y a quand même eu un trajet de plusieurs centaines de kilomètres avant d'arriver ici, franchement. Donc merci. Et je voulais citer à toi, à tous ceux avec qui tu travailles, au corps enseignant, à tes étudiants, bonne réussite, et que les travaux sur lesquels tu travailles, on espère qu'on pourra donc, du coup, les consulter. C'est pour mi-2024, c'est ça, le moment venu. Donc voilà.
beaucoup de réussite. Merci Axel et merci à l'équipe. Je suis très honorée et très reconnaissante de pouvoir participer à cette émission. Une surprise et une reconnaissance en même temps. Et merci beaucoup parce que c'est une occasion en fait de pouvoir parler un peu de ce qu'on fait, de sortir du cadre, comme j'avais dit tout à l'heure, et saisir l'opportunité. Oui, même si Diego et Tana est très très loin, avec un peu de motivation, tout est possible. Et donc voilà, j'encourage à l'équipe de continuer parce que vous faites une très belle émission, je trouve, et je suis très fan. Merci beaucoup. Super.